Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre désormais rendez-vous cathodique de décryptage des paroles et des actes de la présidentielle 2018. Vous êtes sur ce qu'il faut décrypter. C'est QFD, ce sera en son, en image, en analyse pendant 90 minutes tous les mercredis et ce dimanche. Pendant cette campagne, nous recevrons en plateau des experts et nous allons in situ également à la rencontre d'analystes pour permettre de mettre la lumière sur les zones d'ombre et placer une rampe sur les angles morts d'une compétition électorale qui s'anime au fur et à mesure que s'approche la date fatidique du 7 octobre prochain. Et j'accueille ce soir les experts conviés pour décrypter l'actualité liée à la campagne. Richard Macon, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tes millions et millions de téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis de retour sur Je plateau. vous représente. Richard Macon est docteur en sciences juridiques, en droit public, Oui. analyste politique également. Oui. Vous étiez déjà des nôtres mercredi. Nous avons analysé les questions de financement de campagne. Bienvenue encore. Merci. Et dans une autre vie, leader compétent, communicateur compétent, parce que j'ai suivi un cycle de formation aux États-Unis. Et donc, en matière de communication d'impact et de leadership transformationnel, je suis expert et je dispense d'ailleurs des cours en la matière à la Fondation Friedrich Ebert et d'autres organisations. Et les téléspectateurs comprendront dans quelques instants pourquoi nous soulignons votre présentation, votre casquette de communicateur. À côté de vous, un autre prof, lui, il est prof à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, mais il n'est pas là en tant que représentant de l'IRIC, mais il est ce soir invité comme expert en communication, en marketing et en publicité. Jean-Claude Bilana, bonsoir. Consultant également, patron d'un cabinet de consultation. Oui, patron d'un cabinet de communication depuis 22 ans. Une des premières agences conseil en communication au Cameroun, spécialisée dans la communication corporate. Et j'enseigne également dans plusieurs universités et grandes écoles. Voilà. Merci. Merci de nous offrir gratuitement votre expertise. Parce que nous ne recevons que des experts ici, je le signalais. Il y a d'autres émissions dédiées aux joutes entre représentants de candidats ou candidats. Ici, nous voulons un climat plus apaisé parce que c'est la science qui parle. En tout cas, nous ferons des efforts pour que la science parle pendant ces 90 minutes de télévision. Président Nana Payon, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue. Vous faites partie des meubles de la maison, expert en communication, en marketing. Vous avez travaillé aussi beaucoup en marketing politique. Vous avez même été éditeur des livres politiques, l'autobiographie de Bill Clinton. Vous l'avez diffusé en Afrique. Oui, c'est vrai, je suis plutôt diffuseur en Afrique, sur l'Afrique francophone, la version française. Vous êtes Monsieur Livre. Vous nous avez bluffé un peu, puisque en pleine campagne, vous avez dit que vous serez le porte-parole de campagne et tout le monde a pensé à la campagne électorale. Vous avez ressorti un autre livre. Vous avez sorti de votre chapeau un livre. Nana Payon et les livres, c'est une histoire d'amour, finalement. Même en politique, même en période électorale, vous n'avez pas pu... m'en empêcher. Ouais. Disons que, en fait, l'idée est partie depuis 2013, lors d'un forum. Je me suis rendu compte que nous connaissions très peu l'histoire contemporaine, notamment l'histoire de notre politique. Que ce soit les générations qui sont venues après nous ou la nôtre, ou même celle qui est un peu plus vieille que moi. Et je m'étais intéressé aux années de braise, 90-92, comme vous le savez, beaucoup de gens, des leaders, hommes politiques, activistes, acteurs, beaucoup d'entre eux ont été embastillés, beaucoup d'entre eux ont été brutalisés, beaucoup d'entre eux ont été sévèrement humiliés. M. Eboa, Samuel, M. Yondo Black. AFC national. Voilà, exactement. Maître Tchungan, peut-être personne ne le sait, mais c'est l'une des personnes qui a été le plus ménottée dans ce pays, tabassée, bâtonnier. Il n'était pas encore, mais enfin, il était quand même déjà un avocat. Et je suis un peu gêné de constater que on donne l'impression que la politique a commencé avant-hier au Cameroun. Mais il y a des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, sans être des politicards, excusez-moi de dire ça avec un ton péjoratif. Et je pensais que c'était aussi un moyen de leur rendre hommage, de dire que, personnellement, je n'aurais pas eu le courage de faire ce qu'ils ont fait. Et j'ai découvert des choses exceptionnelles. De l'histoire du carton rouge, aux villes mortes, aux trahisons, à la participation ou bien à la non-participation à la tripartite. Donc, je me suis dit, mais
dans la Rome antique, on disait verba volent, scripta manent. Alors pourquoi est-ce que nous devons continuer chaque fois que nous voulons raconter une histoire de dire, comme le disaient nos grands-parents, etc. Et ça s'envole et personne ne retient. N'ayant pas les arguments nécessaires pour pouvoir écrire un livre d'histoire, j'ai pensé qu'en donnant la parole aux acteurs, que ce soit le bâtonnier Tchungan ou Yondo Black, que ce soit Henriette Ekwe, ou une vingtaine de personnes, en leur donnant la parole pour que chacun raconte de son point de vue l'histoire telle qu'il a vécue, ça serait un peu plus crédible. Et c'est ce que nous avons pu faire et qui fera l'objet d'un documentaire, un film documentaire et d'un livre, comme vous avez dit. En tout cas, bon vent pour cette nouvelle aventure, Fernand Payon. Les experts étant présentés, le panel étant présenté, je vous propose de suivre dans ce numéro 4 de CQFD des paroles, des actes à décrypter ce soir en première une. Et voici le dévoilement. Enfin, les candidats ont dévoilé pour l'essentiel les contenus des messages directeurs de leur campagne. Depuis hier à minuit, l'on connaît les photos de campagne de Paul Biya, par exemple. Elle pavoise les rues et encombre les pagnes et t-shirts. Le slogan de l'homme-lion est aussi désormais connu. Pareil pour Cabral Libi, Maurice Kamto, qui ont même commencé à communiquer sur leur bulletin de vote. Tout comme Serge Espoir Matomba et le pasteur Ntifo, qui ont communiqué aux médias leur bannière publicitaire de campagne. Akeremuna et Joshua aussi, quant à eux, avaient déjà diffusé visuels et messages sur différentes interfaces numériques. Ils viennent d'y ajouter la force de la propagande de campagne. Les autres ne sont-ils pas encore lancés? Pourquoi cette tiédeur chez certains? Pourquoi le choix de ces mots, images et vidéos chez les autres? Nos experts décryptent en première une ce soir. Alors, Richard Macon, la force de l'expérience, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Je suis tenté de dire que c'est bien choisi plutôt. C'est plutôt bien choisi. Dans la communication de l'appareil gouvernant, on a toujours senti une difficulté à aborder la question relative à l'âge. À chaque fois que la question de l'âge est abordée, elle est très mal perçue par les équipes de communication, que ce soit au niveau du RDPC, que ce soit au niveau de l'appareil gouvernant. Et donc, le fait de valider la question de l'âge, mais de l'aborder d'une autre façon, du point de vue de l'expérience qui est attachée à cet âge, je pense que du point de vue de la communication, c'est assez parlant. C'est la dimension héraldique, pour parler des armoiries, pour parler des logos, pour parler des devises, qui est mobilisée ici pour choisir généralement les phrases et les contenus littéraux qui peuvent traduire de façon succincte la pensée d'un projet politique. Vous savez que dès que vous avez défini une pensée politique, dès lors que vous êtes porteur d'une vision et que vous l'avez structurée dans un programme de société, lorsqu'il faut maintenant passer au visuel qui accompagne le contenu de ce projet, il faut avoir l'esprit de concision et choisir les mots chocs, les phrases puissantes qui peuvent impacter et traduire la volonté qui est celle de l'homme politique et finalement véhiculer la pensée et la vision qui est la sienne. Ici, on comprend bien que le président de la République se positionne comme un homme d'expérience par rapport aux autres candidats qui sont en lice, qu'il a l'expérience de la fonction, il habite cette fonction depuis 1982 et au-delà de 1982, il est dans l'appareil gouvernant depuis les indépendances. Et donc c'est cette expérience-là en réalité qu'il propose au peuple comme étant la garantie de la survie à la fois de l'intégralité et de l'intégrité de notre territoire et la conservation des acquis qui sont ceux qu'il suppose être les acquis de l'action gouvernante qui est la sienne. Est-ce qu'il n'essaye pas de jeter un coup de froid sur la stratégie de ceux qui disent qu'il est déjà là depuis longtemps, il a passé 36 ans au pouvoir, que ça use, qu'il est fatigué? Est-ce que ce n'est pas simplement un moyen de contourner cette attaque-là? C'est justement un moyen de contourner cette attaque. C'est un propos qui est stratégique, c'est un choix qui est stratégique. Il est un propos qui est pris dans un contexte bien connu, où du point de vue de l'humain, on a des jeunes candidats
qui ont 36 ans, qui ont 37 ans, qui sont sur la ligne de départ. Ça tranche quand même avec son âge. Nous avons on peut faire une catégorisation en 3 dimensions. Nous avons la génération qui est autour de 40 ans, qui est entre 35 et 40 ans. Nous avons celle qui se situe autour de 60 ans et celle qui a dépassé 60 ans. Et donc lui, dans cette cartographie des candidats à l'élection, il est le plus âgé. Et donc, vous vous souvenez, vous avez bonne mémoire de la boutade de balancer au président français que Dieu qu'au pouvoir qui veut. Voilà. À travers la presse. À travers la presse, c'était en réalité un propos qui était relatif, non pas seulement à l'âge, mais aussi à la durée. Beaucoup parlent du gouvernement perpétuel, du gouvernement pharaonique. On est dans le règne de Pharaon. Il faut donc avoir autour de soi des stratèges qui peuvent faire de l'âge non pas une faiblesse, mais une force. Et de ce point de vue, le choix de ce slogan, je pense qu'il est préférable que grandes ambitions ou grandes réalisations. Alors, président, n'en a pas, est-ce que les stratèges du RDPC ou de son candidat, le candidat Biya, ne se sont pas dit, voilà, on va nous dire qu'on est vieux, il vaut mieux dire qu'on a de l'expérience, simplement. Est-ce qu'en réunion de stratégie, on a pu se dire, voilà, on va nous dire qu'on est vieux, mais disons plutôt qu'on a de l'expérience. Ça peut partir de là, un slogan comme celui-là? Oui, comme disait si bien Richard Macon, il y a la question de la circonstance, il y a la question de la cible et de l'ambiance. Dans l'ambiance, évidemment, tout le monde dit qu'il est vieux, tout le monde dit qu'il a mis trop longtemps, et évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'il laisse la place aux autres. Et les jeunes, les moins vieux que lui, disent qu'il est resté trop longtemps, on a pris quelques habitudes, maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Mais comme il veut rester et qu'il a besoin, dans son message, d'avoir une promesse forte et tangible, il dit voilà, le bateau est dans la tourmente, c'est pas nouveau, c'est pas exclusif au Cameroun, nous devons montrer qu'on est capable. Pour pouvoir le montrer, il faut que le capitaine, qui a un certain nombre de dizaines de milliers d'heures de vol, démontre que je suis le bon capitaine à bord et par vents et marées, je peux m'en sortir dans cette turbulence-là. Mais évidemment, dans le cabinet, ça se passe, à mon avis, pas tout à fait de la même façon, parce que les gens ne sont pas très objectifs. Ce n'est pas le cercle où on fait preuve d'humilité. Ça me rappelle la force tranquille, par exemple, de François Mitterrand en 1981. Jacques Séguéla avait monté sa campagne. Il a mis beaucoup de temps pour trouver un slogan qui est quand même la colonne forte d'une campagne. Qui proposera l'homme-lion. Qui proposera l'homme-lion. Jacques Séguéla dit, voilà, nous, on a trouvé un truc, c'est la force tranquille. La force tranquille qu'il présente à peu près une vingtaine de membres du cabinet de Mitterrand, qui n'est pas là pendant qu'il fait la présentation. Sur les 20, il n'y a pas un qui accepte que ce soit le slogan. Malgré tous les argumentaires commerciaux, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ça se vend comme une savonnette, hein, un candidat à l'élection présidentielle. Les autres ont dit non, on ne se retrouve pas là-dedans. Mitterrand est rentré par hasard dans la salle et il leur a dit, mais alors où est-ce qu'on en est? Voilà, Séguéla a recommencé son pitch, pour ne pas le dire, et il a dit, bon, on va faire en démocratie, il faut qu'on vote. Mais comme c'est une démocratie spéciale, c'est une élection présidentielle, et que le candidat est parmi vous, sa voix va être prépondérante. Je suis d'or que Mitterrand avait déjà eu quand même quelques messages. Eh bien, on est passé au vote, tous les gens ont dit non, ça ne nous dit rien, et il a dit, moi, ça me plaît. Et c'est vrai qu'on ne peut pas démontrer que Mitterrand a gagné l'élection de 1980 à Valéry Giscard d'Estaing grâce à ce slogan. Mais quand on se remet dans le contexte, on se rend compte que Giscard d'Estaing, en 1981, parce qu'il voulait renouveler son mandat, parce qu'il a été élu pour la première fois en 1974, disait « Il faut un président pour la France ». Et il disait en filigrane qu'un homme de gauche, communiste, nous sommes en 81, il y avait, le monde était divisé en deux presque. Un homme de gauche communiste qui a traité avec Salvador Allende, qui traite avec la Russie, ne peut pas venir gouverner une France aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on va leur donner notre suffrage? Et Mitterrand devait donner un positionnement, non pas dire que non, je suis communiste, mais socialiste, mais je peux réussir. Il fallait qu'il trouve un positionnement qui corresponde à ce que les gens attendent. En marketing, nous disons être market-oriented. Qu'est-ce que les gens à qui je m'adresse veulent comprendre de mon message, de la promesse que je suis en train de leur faire, la force tranquille. Et il a gagné.
je ne suis pas sûr que les stratèges du RDPC ont tous réfléchi comme ça. Mais celui qui leur a vendu ce positionnement a très bien vu, effectivement, c'est le président, c'est la force de l'expérience. Et de mon point de vue, effectivement, c'était tout à fait compatible avec l'ambiance et le positionnement que veut se donner le candidat. Alors Jean-Claude Bilana, on a bien l'impression que le président ou ses stratèges veulent présenter un vieux qui peut et qui est sage. Parce qu'on dit, si jeunesse savait et que vieillesse pouvait. Parce qu'un vieux fort qui a de l'expérience, c'est celui-là qu'on essaye de présenter là, dans ce message de campagne du président Biya. Oui, effectivement, le maître mot qui revient, c'est expérience. Et l'expérience renvoie à quoi? Ça renvoie forcément à l'âge. Et donc, comme on a dit que le président était vieux, effectivement, il fallait qu'il prouve. Et on a vu les débats des autres candidats. Et il y a des candidats, par exemple, le candidat Garga qui a dit « Ouais, je suis vieux, mais et puis quoi ?» Donc, maintenant, le président, il a de l'expérience. Si on a dit il a 36 ans au pouvoir, mais ça fait une cinquantaine d'années qu'il est là. Maintenant, il veut se positionner en leader. Et puis les autres qui veulent des challengers, je ne sais même pas si un d'entre eux a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'expérience comme maître mot. Maintenant, comment ça a dû se passer, comme disait mon ami tout à l'heure, Ferdinand, il sait comment ça se passe. Généralement, les équipes de campagne se réunissent et puis on fait des brainstorming, des briefs. Après, on charge une personne, c'est généralement le communicant, on lui dit, va réfléchir sur des slogans. Et puis, il revient à la prochaine réunion, il a une série de slogans et on choisit. Mais généralement, c'est le candidat qui a le dernier mot. Comme il parlait de Mitterrand tout à l'heure. C'est lui qui a le dernier mot. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas, même si le président n'est pas là souvent, comme on dit, il a choisi ça. Il était là. Même s'il est arrivé à minuit, il a dû leur dire, voilà ce que moi je veux. Moi, je veux la force de l'expérience. Et maintenant, la force de l'expérience renvoie aussi au caractère éclectique d'un slogan. Il doit être percutant, il doit être court, il doit être accessible. Maintenant, il ne doit pas renvoyer à des connotations qui peuvent être... On reviendra là-dessus, parce que la traduction en anglais pose déjà un problème. On va revenir à la traduction. Elle pose déjà un problème, et puis maintenant, donc... et puis même la disposition sur les visuels pose un problème. Parce que justement, je vous pose la question, la photo choisie. La photo, revenons à l'iconographie, la photo choisie pour accompagner ce slogan. Il y a une partie de l'opinion, notamment les militants du MRC et d'Univers, qui estiment que ce n'est pas une photo récente. On n'avait qu'à prendre une photo récente qui transmettrait bien l'expérience. Par souci d'identité visuelle, moi, en tant que publicitaire, je préfère celle qui est sur le manifesto du candidat. Généralement, la photo, on a le président, il a 1 million de cravates, mais il n'est pas habitué des cravates rouges comme Trump, par exemple. Le président est habitué des cravates bleues, des cravates noires, des cravates ceci. Et puis on connaît notre président, on connaît le président actuel. Le président actuel, c'est celui qui est sur le manifeste, les 10 propositions. Voilà. Donc le président a dû subir un shooting, par exemple. Je ne pense pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne pense pas que, si vous voulez mon avis des publicitaires, je préfère la photo de 2011 que celle de 2000. Celle de 2011, celle qui annonçait les grandes réalisations. Oui, le choix du peuple. Le choix du peuple. Ouais, je préfère celle-là. Sur le plan de la posture, sur le plan de tout, si vous voulez. Le sourire, et peut-être les spécialistes ils reviendront là-dessus. Mais c'est celle-là que moi je préfère. Celle-ci un peu arrachée, tirée par les cheveux, on a l'impression, et justement les gens ne se retrouvent pas là. Ce n'est pas ce président-là que nous voyons tous les jours. Qui fait des grands signes. Parce que sur cette photo, on a l'impression qu'il fait des grands signes. Et qu'on a dû shooter au moment où il faisait un grand signe. On a l'impression que sur cette photo, c'est le président qui rentre d'un voyage et qui parle à ses proches collaborateurs à l'aéroport. Et le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et tout. Ce n'est pas le président qui veut convaincre les gens. Tout au moins, je fais l'exégèse de la photo. Voilà l'idée qu'on a. Par contre, la photo de l'ancienne campagne, c'était une photo rassurante, oui. Et même la disposition. C'est-à-dire, vous avez le texte avant et vous avez la photo après. Sans oculaire de lecture,
Vous voyez d'abord le texte et vous pouvez vous arrêter au texte, surtout s'il est en français, en anglais. Et enfin, vous allez voir la photo qui n'est pas là. La seule chose qui parle sur cette photo, c'est la posture des mains qui vont vers le ciel et qui représentent quelque chose. Hein. C'est la posture des prêtres. On va dire qu'il est ancien séminariste. Mais enfin, pour moi, c'est la seule chose qui parle sur cette photo. Et les gens ont raison, parce que vous envoyez un message, quitte aux gens de décrypter, comme on le fait ici. On ne va pas empêcher aux électeurs, aux futurs électeurs, de ne pas faire une exégèse de la photo qu'on leur a servi. Alors, Richard Macon, parlons des couleurs. Toujours les militants du MRC et même ceux du SDF, cette fois-ci, ont indiqué sur Facebook que ce sont les couleurs bleu, blanc et rouge. On a un fond bleu, on a une écriture en rouge, on a le président qui aborde une cravate rouge, un costume bleu et une chemise blanche. Ça fait bien du bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Je crois que ceux qui ont travaillé sur cette affiche l'ont fait peut-être dans la précipitation, où le travail a été proposé à des amateurs. Vous savez, il faut qu'il y ait un lien direct, de façon logique, entre l'image qui est proposée, le slogan et le programme. Tout à l'heure, quand on parlait de l'âge, justement, quand vous sortez le concept d'expérience, il est en rapport avec l'âge social et sociologique. Parce qu'il y a l'âge physique, il y a l'âge civil, il y a l'âge juridique, c'est-à-dire l'habilitation par le droit, il y a l'âge mental, il y a l'âge social et sociologique, qui est plus en traduction avec l'expérience du vécu et l'expérience des actes. Et donc, à ce niveau, il y a adéquation. Maintenant, au niveau, parce que nous sommes dans le langage non-verbal, ce n'est pas le langage non-verbal actif, c'est le langage non-verbal passif. Nous avons une image, nous avons quelqu'un qui se présente. La position des mains sur l'affiche traduit une attitude de communication. C'est une attitude d'expression. C'est une attitude de discours. Par rapport au slogan, c'est inadéquat. Il fallait une image qui traduit soit le pouvoir en action, soit le pouvoir stabilisé. Et je suis tout à fait d'accord que l'image de 2011, qui traduisait de la sérénité, de la confiance, de l'assurance, était plus vendable. On aurait pu imaginer peut-être une image où le président est en action, en train de réaliser quelque chose, de poser une première pierre. Puisque cette expérience n'est pas une expérience assise, c'est une expérience active. On veut dire que le président a des acquis, qu'il a travaillé et qu'il faut les consolider pour construire un pont pour l'avenir. Il faut donc une image qui traduit l'action qui est en réalité au cœur de cette attitude d'expérience. Et maintenant, du point de vue des couleurs, c'est un peu grotesque. Il y a un problème d'affinement. L'image est agressive, les couleurs sont agressives. Finalement, la qualité du costume, qui est du point de vue de l'esthétique, est carrément avalée par la couleur de fond, et les couleurs rouges un peu grotesques passent difficilement. Et donc, je pense que le RDPC n'a pas confiance au travail des professionnels. Il y a beaucoup d'amateurisme, c'est peut-être la crise ambiante, mais je crois quand même qu'on aurait pu mieux faire avec peu de moyens. Je voudrais simplement sortir en disant que dans une campagne, le mot-clé, c'est artifice. On est dans l'artifice, on est dans la scénarisation, on est dans l'illusion. On vend une illusion, on vend un produit. Un candidat à l'élection présidentielle est un produit cosmétique. C'est un produit publicitaire. On doit donc travailler, et ces spin doctors doivent travailler autour de lui pour affiner son image, pour vendre un produit qui est potable. Mais le produit qui est vendu, au-delà du slogan, qui, de mon point de vue, est parfait, au niveau des images, a de la peine à passer. Il faut davantage travailler dessus. On a l'espoir que dans les jours à venir, le dispositif, la logistique qui a été préparée, peut-être pourrait être affinée, mais c'est difficile quand même à quelques jours du début de l'élection. Alors, Ferdinand Nana Payon, c'est assez souvent qu'on voit une photographie du président qui se limite au buste. Généralement, on a vu le président, tout portrait complet. Est-ce que une fois de plus, c'est un choix, et qu'est-ce qu'il dénote, ce choix-là, de présenter le président Biya simplement au niveau du buste, ce qu'on appellerait le portrait simplement? Alors moi je pense que si on se met si on se met à la place de ceux qui ont conçu l'affiche et le reste
support de la campagne, on va avoir du mal à expliquer ce qui s'est passé. C'est un peu comme l'architecte qui construit une maison, qui lui donne une forme bizarre. Sans que vous ne l'ayez entendu, vous ne comprendriez pas pourquoi il a choisi cette forme-là. C'est pour ça que je suis un petit peu circonspect dans la décision, dans l'analyse que je peux faire. Le point sur lequel nous sommes tous d'accord ici, c'est que la trajectoire de lecture, la fameuse trajectoire Z de lecture dans notre environnement latin ou culturel, c'est qu'on lit de la gauche vers la droite, et ce qu'on retient le plus, c'est ce qui est à la fin à droite ou alors au début de la pointe de Z. Effectivement, ce qu'on retient sur l'affiche, il y a le slogan qui est fort, c'est une belle ellipse, c'est très peu de mots, même dans les grandes démocraties, on a du mal à trouver des textes aussi courts qui disent beaucoup de choses et qui sont compatibles avec le message qu'on veut passer. Et la main qu'on voit à travers la photo, eh bien, on comprend effectivement que, et ça, ce n'est même pas une invention, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un photographe de la SOPECAM, me semble-t-il, qui est très heureux que ce soit sa photographie qui soit retenue pour cette campagne. Donc, effectivement... C'était une photo en situation. C'était une photo en situation, ce n'était pas une photo... C'était pas un shooting. De circonstance. Ouais. Ce n'était pas choisi pour faire... Et Jean-Claude l'a si bien dit, effectivement, il ne s'adresse pas au public à qui ce message s'adresse. Il est certainement soit à l'arrivée, en train de discuter avec un de ses collaborateurs lors d'une audience. Heureusement que, en dehors de l'affiche, il y a plusieurs autres supports qui accompagnent une campagne publicitaire, qui plus est une campagne pour une élection, et notamment une élection présidentielle. Parce qu'une campagne d'élection présidentielle, c'est la même personne qui est en train d'être vendue à une cible marketing ou à une cible de communication. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont regarder et qui ne vont pas aller voter. Ce midi, dans Canal Presse, j'écoutais Souley Oneolo qui répétait une chanson qu'on chantait Paul Biya se cache dans son trou, il a peur de... Donc, ce sont des enfants qui chantaient cette chanson. Ces enfants ne sont pas les cibles marketing, parce que ces enfants ne vont pas avec le bulletin de vote. Mais ils véhiculent un message que vous pouvez entendre dans un carrefour, au marché. Vous qui êtes la cible marketing, vous qui allez donner votre suffrage au candidat, vous pouvez être influencé par cette chanson-là. Donc, l'affiche est publique, accède à l'affiche tout le monde. Quand on sait qu'aujourd'hui, les experts, selon les continents, disent que l'être humain est exposé entre 600 messages et 1000 messages par jour. Certains disent 600, moi je suis de ceux qui pensent que c'est 600. D'autres qui disent que c'est 1000 messages par jour, compte de Twitter, compte de Facebook, parce que quand vous sortez de chez vous, pour arriver au studio de Canal 2, vous traversez des banderoles, des affiches, vous traversez ce qui est écrit derrière les taxis, vous traversez les SMS, les WhatsApp que vous recevez, vous en recevez, vous êtes exposé à peu près à 600 messages par jour, vous en percevez 60, c'est-à-dire 10%, et vous en retenez à peu près 6. C'est très rare de voir dans cette structuration des gens qui retiennent 1% du message, c'est-à-dire par exemple 6 messages par jour. Si vous faites le test à vos téléspectateurs, combien de messages avez-vous retenu aujourd'hui? Je suis sûr que très peu vont en avoir retenu 6. Moyennant quoi, il est important de sortir des sentiers battus. Il est important de marquer les esprits et de se dire, bon, ben, est-ce que ce que je suis en train de faire va créer un débat ou pas? Si on n'arrive pas à arbitrer, si on n'arrive pas à dire non, cette photo ne tient pas, ce n'est pas exactement comme ça que nous voulons, est-ce qu'on peut décider de dire allons-y quand même, parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait le buzz. Est-ce que les gens vont en parler en bien ou en mal? Tout à l'heure, on a évoqué les questions de couleur. Bon, la police, je suis un peu surpris de la police, qui est un petit peu surchargée, la police des textes, j'entends. Donc, voilà. Alors, mais il n'y a pas que le président Biya, il y a le candidat Matomba qui a aussi publié son affiche. Il n'y a pas de photo du candidat, quoiqu'il soit très jeune et
La jeune féminine estime d'ailleurs qu'il est très beau également, mais sa photo n'existe pas sur l'affiche. Il y a un Cameroun en cœur, un cœur avec les couleurs du Cameroun, vert ou jaune, une étoile jaune au milieu, et Matomba, président. Ce type d'affiche peut correspondre à quoi? Le candidat qui ne se vend pas lui-même sur son affiche. Comment on peut le comprendre, Jean-Claude Bilana? Alors, l'affiche de Serge Matomba c'est une affiche très gaie, parce qu'il a choisi les couleurs en fond. Évidemment, moi, celle que j'ai reçue, il a sa photo, costume noir, cravate noire, chemise blanche, à côté du cœur du Cameroun, là, aux couleurs du Cameroun. Évidemment, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de slogan de campagne. C'est simplement Matomba président. Alors, je me demande bien si c'est son affiche officielle ou alors c'est. En tout cas, nous avons fait la demande à son équipe de campagne, voilà. Clarence Yongo et René Bonono Bakota, qui nous ont envoyé cette affiche-là. Voilà. Donc, cette affiche, nous évidemment. Ne pas de procès. On a. Il incarne l'espoir, évidemment. C'est une éclaboussure d'espoir, hein, comme son nom l'indique sur cette affiche. Maintenant, le seul hic qu'il y a sur l'affiche, bon, il exprime la splendeur de sa jeunesse. Et puis Serge Matomba, c'est quand même... il tranche avec les autres candidats parce que, bon, on m'a dit qu'il a créé une série d'entreprises. Et comme créateur d'entreprise, Ferdinand le sait bien, quand on a fait le saut d'aller créer une entreprise, c'est qu'on a beaucoup d'ambition. Lui, il le sait, il a créé beaucoup d'entreprises. Et je pense que quand on ne veut pas aller travailler quelque part pour avoir un salaire et qu'on se décide de se jeter dans une campagne, ça peut être ça. Mais maintenant, ce que je regrette, c'est que cette affiche soit un peu surchargée. Donc, il y a le noir qui apparaît. Donc, on a du mal à voir quelle est effectivement sa couleur. Lorsque, peut-être Richard va parler de son costume tout à l'heure, mais enfin, on a du mal à voir ce qu'il va exprimer. Bon, le bleu qui est en fond de l'affiche ressort l'éclat des couleurs et de tout ce qui est texte. Mais le visuel et le texte, ça ne correspond pas beaucoup. À côté, il y a Joshua aussi, qui met rarement une cravate sur ses affiches. Il en a quand même mis une. Est-ce que, pour lui, ça veut dire que l'élection présidentielle est une activité plus sérieuse que celle qu'il menait jusqu'à présent? De toute façon, une cravate traduit effectivement le sérieux. C'est généralement un élément ou un artifice de circonstance. On ne met pas de cravate à tout moment. On met une cravate dans des circonstances bien précises. Bon, c'est vrai que pour certaines personnes, la cravate est quelque chose de banal, mais maintenant, c'est au niveau de la teinte de la cravate et des éléments, peut-être une pochette ou une épinglette qui accompagnent cette cravate en termes d'harmonie visuelle qui peuvent faire la différence entre une cravate de quotidienneté et une cravate de circonstance. Mais maintenant, le plus important, c'est l'harmonie à la fois entre les couleurs vestimentaires et la couleur de fond. Quand vous avez du bleu, en fonction du bleu, le bleu peut traduire justement l'espérance, peut traduire un ciel qui est bleu, un ciel qui est bleu ciel, traduit de l'espérance. Une couleur verte traduit la fertilité, traduit de la production. Une couleur qui est jaune traduit aussi de l'espérance, mais dans une perspective d'horizon. Le rouge, dans un contexte qui est le nôtre, qui est très marqué par la violence, peut être un choix quelque peu difficile. Mais de toute façon, il faut avoir des affiches. En tout cas. Il faut avoir des affiches qui ne sont pas surchargées, parce que chaque couleur que vous mobilisez a une signification. Pour ceux qui décryptent le message, chaque couleur que vous mobilisez a une signification et un impact visuel. Quand une photo est très chargée, elle a de la difficulté à passer. L'autre chose, c'est qu'on conseille toujours, le plus souvent, d'avoir une attitude calme, simple sur la photo pour éviter les gestes. Parce que généralement, une image qui porte des gestes, où il y a des gestes, les gens retiennent plus les gestes que l'expression du visage. C'est les gestes. Ici, là, c'est le langage corporel, le body language. Chaque geste est parole. Dès lors que vous êtes comme sur l'affiche du président, le mot qui aurait sied à cette image, c'est un président peut-être convaincant. Un président convaincant, un discours convaincant. On a donc le mouvement des bras qui accompagne l'expression de la voix parce que le corps est un instrument qui parle, c'est le body language, c'est le langage du corps qui accompagne maintenant le langage de la bouche. Et donc, généralement, les attitudes posées, calmes, sont plus sereines, elles rassurent davantage et le plus important étant d'avoir des affiches très simples parce que toujours la beauté dans la simplicité. On a Akere Mouna,
qui n'est pas né de la dernière pluie, qui est peut-être plutôt calme, mais tout en costume, avec Now écrit en jaune, en bleu, et un mélange de beaucoup de couleurs. Vous avez regardé l'affiche d'Akerimuna? Je l'ai vu vraiment en venant là, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les cibles sont polymorphes. Selon les couleurs que vous utilisez, vous voulez vous adresser à une cible bien précise. Mais vous avez les contraintes aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 15 affiches différentes parce qu'il y aurait un problème de cohérence, mais il y aurait aussi une question de coût. Pour revenir à la question de la cravate, par exemple, de Joshua aussi, qui n'a pas l'habitude d'en mettre, il a certainement voulu être solennel dans sa posture. C'est-à-dire que quand même, un président de la République, ça ne se présente pas aux gens sans cravate, sauf si on est comme le grec. Ou bien si on est Lula, si on est... Exactement. Lula mais parce que justement, les électeurs de celui-là, c'est un peu comme les Walesa de la Pologne à l'époque. Donc ces électeurs sont des gens qui s'identifient à lui. Donc lui, ayant certainement compris que même quand vous êtes jeune et que vous êtes en cravate, quelqu'un de plus jeune que vous dit vous appelle grand frère. Donc ça vous confère quelques prérogatives, parfois exorbitantes, auxquelles vous ne vous attendez pas, simplement parce que vous êtes, vous voyez, M. Tonguet, si vous n'étiez pas en cravate, je ne suis pas sûr que je vous parlerai avec autant d'égard. Donc, c'était pour rigoler. On a bien compris. Donc c'est pour dire que la posture du candidat, son habillement, les couleurs, sont des éléments qui sont très, très, très importants dans le choix de son affiche. Mais je voudrais revenir sur un point pour finir. Dans l'affiche, au-delà de la qualité iconographique et tout ça, il y a un point sur lequel on doit se retrouver systématiquement, quel que soit le candidat, c'est la question du positionnement. Je reviens dessus. En termes de le message, qu'est-ce que dans le message on lit et on comprend que, voilà, ce monsieur-là, il va venir changer notre vie. Les Anglais disent, if you don't know what you stand for, then you stand for nothing. Très souvent, les candidats oublient cette valeur essentielle dans la campagne qu'ils sont en train de mener. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut m'identifier dès le premier regard, dès mon discours? Est-ce que dans ce que je dis, je m'adresse automatiquement à une partie des gens? Est-ce que quelqu'un peut envoyer un post à Jean-Claude Bilana et dire « Écoute ce que ce candidat est en train de dire » parce que automatiquement il sait que le discours qu'il est en train de tenir là s'adresse à cette cible-là. Donc j'ai l'impression que d'un candidat à l'autre, on ne perçoit pas, on ne lit pas facilement cette question du positionnement. Vous avez dit que je suis Monsieur Livre, par exemple. Et pourtant, je fais beaucoup d'autres choses en dehors du livre. Mais il se trouve que malheureusement ou heureusement, je suis identifié comme Monsieur Livre. Donc, mon positionnement de Monsieur Livre vient de ce que j'ai fait un certain nombre de choses dans le livre. Et quand j'arrive dans un bureau, on me regarde, on me dit « bourse du livre ». Donc, la question du positionnement est très importante, notamment en politique. Revenons à la question de la cohérence. Parce que vous êtes tout à fait cohérent. Tout à fait. C'est parce que dans votre positionnement de vie, dans votre trajectoire d'expérience, le livre peut être perçu comme un dénominateur commun des différentes trajectoires. C'est cette cohérence-là qui conforte la vision qu'on a de vous. Mais beaucoup de candidats ont le problème de cohérence. Parce que si vous voulez véhiculer un message particulier, du point de vue de votre positionnement et de votre posture, il faut qu'il y ait une sorte d'adéquation. Lorsqu'il n'y a pas d'adéquation, ça jette du flou et on se demande finalement qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vendez. Mais ça dépend. Je prends un exemple, vous dites, mais ça dépend du contexte. Si on prend François Hollande, son fameux discours au Bourget, où il a dit « Mon ennemi, c'est la finance. Je vais taxer à 75% les riches ». En réalité, il était en train d'essayer de rassembler toute la gauche, socialiste, communiste, extrême gauche, vers lui, parce que c'était une élection à 2 tours. Et après, maintenant, il peut sortir une affiche, comme celle que j'ai vue tout à l'heure, là où il dit François Hollande, président. Mais pas au début de la campagne, parce qu'il n'en sait rien. Alors, revenons à l'affiche du SDF. Ça va faire presque 30 ans qu'on n'a pas vu un candidat du SDF sans tenue de faune du Nord-Ouest. Est-ce que Joshua aussi a voulu provoquer Jean-Claude Belana, une rupture avec John Fundji qui est le leader historique du SDF. On l'a toujours vu sur ses affiches en tenue de faune de Bamenda, du Nord-Ouest. Mais cette fois-ci, on a un candidat qui, quoique soit venu de la zone anglophone et du Sud-Ouest notamment,
arbore un costume de ville. Ah oui, mais le simple fait qu'il soit aussi, c'est déjà une rupture avec Ni John Fru. Et je pense qu'il veut rassembler le maximum de Camerounais. Il faut déjà voir pourquoi aussi est parti de son sud-ouest natal pour être député à Douala. Donc, moi, je l'ai vu dans mon département d'origine avec une tenue traditionnelle de cette région-là, de ce département-là. Donc, la posture du costume, il se met dans un costume classique, comme Monsieur Tout-le-Monde, mais aussi ne veut pas être le président simplement du nord-ouest et du sud-ouest, qui est son bastion, supposé bastion électoral. Il veut rassembler l'ensemble des... On a vu des gens, on ne l'a pas peut-être vu au nord Cameroun, dans le Grand Nord, arborant les tenues de circonstances là-bas. On a pourtant vu Libye. Mais on n'a pas vu aussi. Mais je pense qu'il veut rassembler le maximum. C'est d'autant plus qu'il n'est pas sûr du vote dans ces régions-là compte tenu des troubles. Il peut y avoir vote ou pas. Donc, il peut perdre là-bas. Donc, il veut gagner ailleurs, rassembler le maximum de voix ailleurs. Et maintenant, c'est dire que j'ai une base nationale. Je ne suis pas simplement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, revenons à ce texte. Il y a Gifford Franklin Afawi qui dit Gifford Franklin Afawi for President derrière un drapeau national en costume de ville, cravate grise. Mais je voudrais qu'on revienne au texte. Il le dit en français, en anglais. Il y a une autre affiche en français. Il n'y a pas de traduction sur la même affiche. C'est-à-dire, il aurait pu dire Gifford Franklin Afawi président et demain sur la même affiche for President. Le président Biya, par exemple, il a dit la force de l'expérience. Et on a traduit en anglais, une traduction assez problématique quand même, the force of experience. Des anglophones estiment qu'on devait dire strength of experience. Bien sûr, évidemment, c'est déjà sur le positionnement. Lorsqu'on met sur un même visuel le français et l'anglais, ça surcharge. Vous allez voir, quand c'est un panneau 6 mètres par 4, ça passe. Mais quand c'est un panneau 4 mètres par 3, évidemment, il y a surcharge. Maintenant, le concept de bilinguisme, c'est quoi? Moi, je préfère avoir des affiches en français et des affiches en anglais. Je préfère avoir un document avec des pages en français, des pages en anglais. Ça me force, moi, francophone, à lire l'anglais. Et ça force celui qui est anglophone à lire le français. Et ça surcharge moins. Alors, ce que Franklin Gifford, qui communique déjà très bien, il est pasteur. Oui, il est pasteur. Et puis, ce qui passe le plus, c'est son intonation quand il parle le français. Et ça accroche un peu les gens. Son accent british. Son accent british, ça accroche les gens. Et puis le caractère terre à terre. Parce que il dit ce que tout le monde peut comprendre. Contrairement à d'autres qui sont sur des postures très intelligentes et très... Un autre Frundi, quoi. Enfin, voilà. à toute proportion gardée, bien sûr. Un autre Frundi, mais j'ai pas beaucoup suivi le discours d'un Frundi. C'était en Pidgin English essentiellement. Voilà, peut-être Pidgin English, mais chez moi, dans mon village, on ne comprend pas le Pidgin English. On comprend. Par contre, le français que parle Franklin peut être compris facilement chez moi. Bon, il a un style Dev Kemoktoy. Voilà, un style Dev Kemoktoy. Et puis, ça passe beaucoup. Vous voyez aussi les connotations en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que le théâtre en Afrique de l'Ouest passe en Afrique centrale? Parce qu'il y a la manière de parler, la manière expressive de dire des choses. Ça passe. Et je pense que lui, il va avoir beaucoup plus... les gens vont mieux le comprendre. Je ne peux pas prédire l'élection, mais il sera mieux compris que d'autres qui utilisent un langage qui est beaucoup plus hermétique. Alors, il n'y a pas que eu des photos, il n'y a pas que eu des affiches, il y a des clips. Le président Biya a préparé un clip en français et en anglais différemment. Le candidat du PURS, Espoir Matomba également, a fait un clip. Le candidat du FPD, Akeremouna, a également préparé un clip pour sa convention d'hier. Je vous propose de regarder ces différents clips. On va décrypter cette fois-ci la vidéo. This is my country, a country in the making, a man in command for peace, national unity, democracy, prosperity, international aura. The man is Paul Biya, the force of experience.
Je vote Matomba, tu votes Matomba. C'est pas le wong, pas le bep, nous on vote Matomba. Pour combattre les inégalités, je vote Matomba. Pour mon éducation et ma santé, je vote Matomba. L'économie, l'emploi, sécurité, je vote Matomba. Pour sa fraîcheur, sagesse et loyauté, je vote Matomba. Allez sauter, allez voter, l'espoir est arrivé. Allez. Et nous avons la mienne, nous avons notre vidéo aussi. Vous avez vu le débrief à l'antenne. Alors, il y a ces spots. Fernand Nanapayon soulignait tout à l'heure, pendant qu'on les diffusait, qu'il s'agit de spots. Il s'agit de spots précisément. Alors, on a ces spots-là. On a le président de la République. Il y a une voix off solennelle. On a avec Espoir Matomba une musique urbaine, une chanson urbaine. On aurait cru être en train d'écouter, je ne sais pas, Mr. Léo ou un autre. Et à la fin, on a ce spot d'Akere Mouna qui est événementiel, qui renvoie à sa convention tenue hier au Palais de Congrès de Yaoundé. Comment, chers experts, vous avez accueilli ces clips-là, Fernand Nanapayon? Alors, quand on les regarde, en fait, quand vous dites clip, vous avez raison, hein, mais oui. spot, c'est parce que la durée... Oui, c'est court, voilà. c'est court. Parce que Serge Espoir Matomba, on a dû couper, c'était 3 minutes à peu près. Ah bon, là, on a dû réduire à 1 minute. Donc, c'est clip à l'origine, mais nous avons présenté un spot au public. Okay. Voilà. Donc, normalement, il faut qu'il soit le plus court possible, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes en train de véhiculer un message pour solliciter l'adhésion des gens. Et il faut que dès les premières images, les premières secondes, vous arriviez à capter et tenir la main de cette personne-là jusqu'à la fin du spot. Il ne faut pas non plus que ce soit trop longuet pour cette première raison. La deuxième raison, c'est les questions de contraintes. La preuve, vous avez dû couper. Parce que pour vous, 3 minutes dans un programme, c'est difficile. Long. Même si c'est des achats d'espaces publicitaires, les espaces publicitaires, votre service commercial le sait mieux que moi, ben, ça n'a jamais dépassé. Surtout à une heure de grande audience comme maintenant, 21h. À Canal 2, exactement. Et donc, c'est difficile de pouvoir, même si on vous paye très cher, de pouvoir loger un spot ou un public de 3 minutes. Et donc, moi, j'ai vu que chacun veut expliquer. Chacun veut expliquer, chacun veut convaincre, chacun veut démontrer et faire adhérer. Je crains que dans cet ensemble de spots, on n'ait pas pensé à de l'humour. Surtout à un moment où, en raison de l'utilisation excessive des réseaux sociaux et de la mauvaise foi manifeste de nombreux adversaires, que la technique de détournement, parce qu'on va assister à des techniques de détournement, soit des spots qu'on va les rendre, on va les transformer. On a connu Chirac en 1995, qui, peut-être que c'est grâce à ça qu'il avait gagné l'élection, face à Jospin, avec sa poire. Les guignols de canal riaient, et chaque fois, il passait, on utilisait sa paume pour se moquer de lui, mais peut-être que ça lui a augmenté la notoriété de sa campagne. Donc, le clip, s'il faut décrypter, par exemple, le clip du candidat Matomba, Matomba, c'est tout à fait compatible avec sa génération. C'est tout à fait compatible avec la réalité, c'est-à-dire que 80% des électeurs qu'il cherche à avoir, ce sont des jeunes. Les vieux lui feront moins vite confiance que les jeunes vont se retrouver en lui. Et évidemment, s'il allait chercher dans une musique rumba ou s'il était allé chercher Manu, ou je ne sais pas trop quoi, ce serait pas ça. Moins de succès qu'avec Minx. Même si en fond, on sent des beats de Manu Dibango, remis un peu au goût de la musique remasterisée. Urbaine. Quand j'ai reçu les images, parce que moi je les ai reçues cette nuit, du spot du candidat Paul Biya, je dis oui, il faut nous faire rêver, mais enfin, est-ce que nous sommes au Cameroun? Et comme je l'ai reçu sur WhatsApp, j'ai revu peut-être 3 ou 4 fois, et fait que je me suis rendu compte qu'effectivement, même si on a
améliorer certaines choses, eh bien, il s'agit effectivement des images Mais est-ce que le fait de les policer, Jean-Claude Bilana, de policer ces images, parce que Ferdinand n'a pas au sujet que ces images ont été policées, on peut voir la pose centrale, on peut voir certains barrages électriques, notamment sur ces images, mais on a l'impression qu'on a blindé ces images, on a recouvert de quelque chose de lumineux. Est-ce que le marketing politique, c'est du cosmétique? Alors, le spot, moi, je l'ai reçu aussi. On a l'impression qu'il y a une mixture, hein, des images de synthèse qui sont 3D, les routes, et puis des choses qui existent. Maintenant, ce qui me gêne dans le clip, c'est la voix. La voix, elle est... C'est pas un accent étonne, un accent peul, pas un accent bamenda. C'est la voix qui me gêne dans l'affaire. Par contre, si vous voulez des 3 clips, mon préféré, c'est quand même le clip de Matomba que j'ai vu. J'ai vu pour la première fois hier. Et effectivement, j'attendais du texte, mais j'ai vu une succession de photos. C'est une forme de créativité aussi. Mais la musique urbaine, on nous a souvent dit que la vidéo, c'est surtout les images. Les images, voilà. Peut-être c'est la photo, c'est aussi des images, mais on ne s'attend pas à voir des photos sur un clip ou sur un spot. Alors, même si c'est des photos qui bougent. Je pense que lui, parce qu'on a, peut-être dans nos télévisions, on ne trouve pas encore, mais à la télévision française et les télévisions européennes, on a des clips où vous voyez des images et une musique urbaine qui passe et avec un message en bas. On aurait pu clôturer ça par un message. Mais maintenant, ce qui porte le plus, c'est que vous pouvez écouter et regarder Matomba sans regarder les images. Si vous êtes dans votre chambre, vous écoutez simplement votez Matomba, votez Matomba. Ça vous renvoie à quelque chose. Donc, vous pouvez à la fois écouter et regarder ou ne pas regarder, mais écouter. Mais ce qui approche le plus, c'est sa cible, comme disait Ferdinand. Lui, il a misé sur les jeunes, et c'est bon là. Donc, il aurait pu aller prendre les musiciens qu'on connaît, hein, Loco, Magasco et compagnie. C'était peut-être tuer ces gars-là dans l'œuf aussi, parce que si on les catalogue d'avoir soutenu tel ou tel, un opposant, ça peut porter à avoir des connotations négatives. Mais enfin, moi, je pense que mon préféré, si je peux dire, c'est le clip de Matomba. Mais là, c'est le cœur qui parle. Alors, Richard Macon, il y a des candidats qui ne sont pas visibles. On n'a ni vu des photos, ni vu des vidéos. Je parle de Ndamjoya, je parle de Garga Aman. La campagne a débuté. Ndamjoya a d'ailleurs fait dire par son secrétaire général, Mongwa Taïdio, qu'il l'entrerait en scène que mercredi. Mais pourquoi ne pas proposer quelques images, quelques clichés au public, aux électeurs? D'abord, il faut savoir la raison pour laquelle les uns et les autres se sont déclarés candidats. Il y a des candidatures de compromis, il y a des candidatures d'habitude, il y a des candidatures de conviction, il y a des candidatures d'apprentissage. Pour chacune de ces catégories, on peut loger un candidat. Vous voyez d'ailleurs avec le mépris avec lequel certains s'expriment. Je suis vieux et puis quoi? Vous parlez de Garga Amanadi. C'est un langage très badin, provocateur, de quelqu'un qui a l'assurance d'une vie après l'élection. Vous savez, beaucoup viennent parce qu'ils ont l'habitude d'être là, ou parce que dans les alliances avec le régime en place, leur candidature était nécessaire. Ça, c'est des choses évidentes qu'il faut dire. Le ministre Adamou Ndamjoya se fait quelque peu traîner par les pieds, pratiquement par les médias pour s'exprimer. Et on voit d'ailleurs la mobilisation au niveau des cadres du parti. On a que Koupita Adamou qui est habitué à la communication, qui est habitué au débat, qui est mobilisé pour s'exprimer. Madame l'honorable Tomaino Ndamjoya s'est exprimée quelquefois, mais de façon vraiment liminaire ou cursive. Donc on sent bien, d'ailleurs tous les Camerounais l'observent, on n'a pas besoin d'être un diplômé de Polytech pour se rendre compte que la campagne du point de vue de l'UDC n'a pas encore commencé. Bon, ils ont indiqué mercredi. Le ministre Garga a fait quelques sorties, non de son propre fait, mais davantage par invitation. Donc ce n'est pas une stratégie active de la part de son parti. Il s'est fait inviter par quelques médias et il a eu la gentillesse et parfois, bon, on va se limiter à la gentillesse
d'arriver et d'honorer à ces rendez-vous et essayer de s'exprimer et avant d'un projet de société que bon nombre de Camerounais connaissent déjà. Et donc en réalité, la campagne, de façon générale, il faut dire qu'il y a quand même une sorte d'avancée par rapport à ce qui s'est fait en 2011. On sent bien que pour ceux qui sont véritablement des candidats, ils essayent de hisser leur programme, de hisser leur mobilisation au niveau des standards en la matière. On voit comment les communications, les campagnes se font maintenant en Occident et ailleurs, même dans d'autres pays africains. On a vu la campagne en Côte d'Ivoire, on a vu la campagne au Gabon. Mais de façon générale, on peut relever deux faits principaux. Le premier fait, c'est que les candidats n'ont pas encore compris qu'il faut s'aménager ou s'assurer de l'expertise des gens, de certaines personnes. Vous savez, il y a des experts en communication, je ne voudrais pas faire l'offense de citer les deux qui m'accompagnent sur ce plateau, qui sont des experts qui sont connus. Il y a d'autres Camerounais et d'autres cabinets, des Camerounais et d'étrangers, qui sont spécialistes en matière de communication. Et quand vous voyez la construction de la dynamique de communication d'un candidat, vous savez s'il est accompagné par un cabinet d'experts, ou bien il le fait par les ressources, ou bien les ressources de base, les moyens de bord, les ressources de base qu'il a autour de lui. Donc c'est la première des choses, la nécessité d'une professionnalisation de notre environnement politique, de notre scène politique, de notre landerneau politique. L'autre chose, c'est la faiblesse des moyens. Il faut dire que nous sommes quand même dans un environnement de pauvreté un peu abject. On a des candidats extrêmement pauvres. Et que pour un certain niveau d'ambition, je crois qu'il faut être moins prétentieux. On a des candidats qui ont de la difficulté à faire des affiches. Et ça, c'est évident. Pour se louer les services des annonceurs, pour avoir des espaces pour afficher, tout le monde sait que dans ce Yaoundé, il faut se lever de bonne heure. Et donc, déjà, il faut multiplier les différents supports de communication et il faut jouer sur les 2 semaines. C'est pour ça que lorsqu'on abordait la question des 15 millions, on a bien compris que le régime en place faisait là un tacle. Et pour moi qui apprends encore le langage du sport, j'ai dit, je comprends ce qu'on appelle anti-jeu, finalement, expliquer plus facilement. Alors Jean-Claude Bilana, puisqu'on aborde des problèmes de financement qui rendent aussi la campagne extrêmement... puisque vous avez évoqué la difficulté à occuper l'espace public, notamment les panneaux d'affichage, on peut avoir une petite idée du tarifaire en matière d'affichage à Yaoundé? Alors, en matière d'affichage, déjà, on a 2 aspects. Le premier aspect, c'est la création de l'affiche. On crée et on imprime. En 4 mètres par 3, c'est sensiblement 90 000. Pour la création? Pour tirer. Création, on peut rajouter peut-être 90 000 ou 100 000. Maintenant, pour aller tirer, aller imprimer, j'ai un vrai imprimeur. Et les vrais imprimeurs, on les connaît. Et je peux dire que les affiches du président n'ont pas été tirées chez un vrai imprimeur. Ça se sent. On a fait le tour de la ville. On a les aplats de bleu qui sont différents selon l'affiche. On ne tire pas les affiches du président là et puis chez les Chinois. Bon, on n'a rien contre la Chine. Non, on n'a rien contre la Chine. Non, on n'a rien contre la Chine. On ne va pas au marché central imprimer les affiches du président de la République. Il faut une Chine qui a la force de l'expérience, qui a encore qu'en Chine, on retrouve la bonne qualité également. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a des problèmes là-bas. Il y a des problèmes. Et il y a des Camerounais qui ont investi des milliards de francs CFA. Et ces imprimeries-là sont à Douala. Vous n'avez jamais vu une affiche d'un téléphoniste, d'un annonceur agroalimentaire, de cette qualité-là. Non. Pourtant, imprimé localement. Imprimé localement. Tout ce que vous voyez autour de vous, imprimé localement. On n'importe rien du tout. Simplement, ceux qui sont chargés de ça ont trouvé des raccourcis. Passons. Maintenant, quand vous voulez mettre un 4 mètres par 3, prenons maxi 2 semaines. Ça ne vous prend pas. Sur un panneau comme celui qui est au rond-point Express ou au rond-point Loncac ou au rond-point de la Poste? Il y en a plusieurs ronds-points Loncac. Rond-point Loncac, vous avez 12 mètres, vous avez 6 mètres, vous avez plusieurs dimensions. De toutes les façons, pour 2 semaines, ça ne coûte pas plus de 200 000. Bon, donc, si ça on veut dit dire 200 000 et qu'il faut occuper 1000 panneaux sur le pays, maintenant 1000 panneaux ça fait sur 200 le pays, millions. Ça fait 200 millions au moins. Cela veut dire que pour faire une campagne, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir plus de milliards, plusieurs milliards. Il ne suffit pas simplement de dire, simplement pour vous déplacer, il faut avoir plusieurs milliards. Et plusieurs milliards, vous les avez dans votre cassette personnelle, encore que vous les avez auprès de vos souscripteurs, ceux qui vous apportent de l'argent. Or, la raréfaction de ceux qui peuvent vous apporter de l'argent sont quelque part. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent donner plus de millions, plus des centaines de millions sont quelque part et ils les donnent quelque part.
Maintenant, il faut pour nos candidats aller créer une autre race. Même quand on fait du fundraising, il faut que ce soit bien encadré. Parce que dès que vous collectez beaucoup, le pouvoir en place peut vous court-circuiter pour vous dire est-ce que ce n'est pas pour financer le terrorisme. Donc, c'est d'autant plus que les étrangers ne peuvent pas contribuer. Ils ne peuvent pas contribuer, c'est ça. Donc il faut trouver des gens sur place qui peuvent. Et il faut le faire à temps. Parce que le problème de la diffusion, le problème des spots ou des clips... Il faut réserver longtemps avant. Ce n'est pas de les créer. Hein. C'est où est-ce qu'on va les diffuser et qui va les voir pendant 2 semaines. Parce que chacun fait son petit clip, 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes, ainsi de suite. Mais on va diffuser où? Et on appelle là à Elecam. Elecam devrait faire ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que l'organisme en charge des élections a des panneaux. Il demande aux candidats des affiches et des photos d'un certain format. Et quelque part en ville, peut-être au rond-point Loncar, il y a le panneau Elecam qui a tous les 9 candidats. Au rond-point 4e, qui a tous les 9 candidats. Avec le même format, les messages, ainsi de suite. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas assez de moyens pour être visibles, vont être visibles. Parce que l'axe numéro 1 quand même d'une campagne, c'est la visibilité. Moi, j'ai fait le tour de la ville là, il n'y a qu'une seule affiche dans toute la ville. Celle de Paul Biya. C'est quand même pathétique parce que nos gars n'arrivent pas à faire. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'histoire des shadow cabinets, à la professionnalisation. Et Ferdinand le sait bien. Si lui qui est spécialiste du marketing, s'il vit dans le marketing politique aujourd'hui, il va mourir de faim. Personne ne viendra lui confier une campagne parce que personne ne peut le payer. Ceux qui peuvent le payer, c'est des courtisans. On veut que vous soyez un militant. Après, on va dire quand on sera au pouvoir, tu seras ministre. Entre-temps, il faut faire tourner la machine. Comment? La machine. Alors, Ferdinand Nana-Payón, on a des candidats qui ont lancé des fundraising. Ils ont indiqué qu'ils recherchaient 200 millions. On a, ça c'est Cabral Libby. Joshua aussi, lui, il a indiqué qu'il recherchait 1 milliard. Nous venons de faire un petit calcul. Ça ne peut même pas suffire pour des affiches. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent les réseaux sociaux, par exemple. Ils retrouvent les gens. On a Cabral Libby qui envoie des SMS. On en a reçu quelques-uns. Votez Cabral Libby. Ils sont sur Facebook. Ils peuvent passer des affiches sur WhatsApp. On peut essayer de contourner l'affichage traditionnel via ces méthodes-là. Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur ce que Jean-Claude Bilanin a dit. Lorsqu'il regrettait la qualité des affiches du chef de l'État, enfin du candidat sortant, je pense que il y a des messages qu'on doit passer aux Camerounais. Et l'un des messages qu'on doit passer aux Camerounais, c'est, Achidi Achou l'avait dit, c'est la politique, c'est le Ndjangui. Je te donne, tu me donnes. On a institutionnalisé les professions dans ce pays. Eh bien, bon sang, si on ne peut pas le faire, Elecam peut très bien prendre en main les candidats et dire on va faire un appel d'offres. Comme ça, aucune agence de communication ou de publicité ne se sentira visée parce qu'on lui a confié la campagne d'un candidat parce qu'elle est le mieux disant et ça se devait très bien se passer parce que c'est tout à fait normal. Maintenant, sur la question de ce que ça coûte, les commanditaires ont leurs responsabilités, mais nous avons, nous aussi, nos responsabilités. Dans une vie antérieure, j'ai été régisseur de publicité. J'avais des contrats dans un certain nombre de villes, dont la ville de Bafoussam, dont j'étais le régisseur principal. Le régisseur à qui la campagne je ne donnerai pas l'année, a été confiée, toujours la campagne du candidat sortant a été confiée, a sollicité les régies qui avaient des contrats avec les villes parce que lui ne pouvait pas aller afficher dans ces villes-là. Parce que quand vous avez un contrat de régie de publicité avec une ville, c'est vous qui répondez de ce qui est sur le panneau. Eh bien, vous affichez, vous convenez que voilà, on va utiliser 10 panneaux, vous revenez le lendemain, vous vous rendez compte qu'on a affiché sur 40 panneaux. C'est-à-dire qu'on a implanté des panneaux sans votre accord. On a payé pour les 40 panneaux, mais vous, même les 10 panneaux sur lesquels vous avez affiché, on ne vous a pas payé. Donc, les responsabilités sont partagées. Les gens sont mus par le goût du lucre et croient qu'ils sont les seuls à pouvoir vivre de l'argent
pour lequel nous sortons tous les jours pour chercher. Et donc, la responsabilité est partagée, mais le pouvoir doit tenir en compte le fait qu'il y a des agences. Effectivement, pour revenir à votre question, effectivement, le digital, le digital qui vous est cher aussi. Oui, qui m'est cher et dont je regrette que l'utilisation ne soit pas tout à fait ce qu'elle aurait dû être. Aujourd'hui, on peut ne pas passer de spot à la télé. On peut aujourd'hui, quand on regarde bien, chaque jour, le geste que vous faites avec votre main vers votre portable, il paraît que c'est à peu près entre 90 et 100 fois par jour que vous allez chercher votre smartphone. Ça pose beaucoup de problèmes à Enéo, je ne sais pas s'ils ont regardé ça de près. Eh bien, ça veut dire que la possibilité, parce que j'ouvre une petite parenthèse de 10 secondes pour dire que celui qui vient acheter l'espace publicitaire appelle ce que nous appelons dans notre métier le GRP, le Gross Rating Point. C'est-à-dire que quel est, en termes d'évaluation de l'efficacité publicitaire, celui qui va me revenir le moins cher, mais qui me garantit une couverture et une pénétration le plus intéressant possible. Moi, j'ai le spot sur mon téléphone. L'avantage de ce que j'ai le spot sur mon téléphone, je vous parlais de celui de M. Paul Biya tout à l'heure, c'est que je peux le regarder 50 fois. Ça va me coûter des data, mais ce n'est pas grave. Le gros avantage, c'est que je peux le partager. Au maximum. En un clic, je peux l'envoyer à 1000 personnes. Qui plus est des gens qui ne sont pas dans l'environnement. Et donc, c'est comme ça que ça peut se propager. Le grand risque, c'est que je peux donner mon avis en un clic également. C'est pour ça que dans les équipes de campagne, dans les états-majors, j'espère que chacun s'est muni de suffisamment de community managers, qui donc sont l'interface entre le candidat, entre ce qu'il véhicule comme message et, peut-être qu'on va y revenir, aujourd'hui avec les détournements de vidéos ou de photos, on peut très bien montrer un candidat en plein sommeil. On va voir le candidat. Donc, on va voir dans cette photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux vers la fin de ce programme. Mais je vous propose un break. Je vous propose d'aller in situ, s'intéresser à une question cruciale à la présidentielle, à toute élection. C'est la question, la fonction, le rôle de la carte d'électeur présentée aujourd'hui comme un sésame. Ainsi, certains électeurs la gardent jalousement pour le 7 octobre prochain. Je vous propose le mode d'emploi de la carte d'électeur. C'est une affaire de Laetitia de Bilon. Même en fouillant dans les 4 coins de votre maison, impossible de trouver votre carte d'électeur. Pas de panique, vous pouvez voter le 7 octobre prochain avec ou sans elle. Le plus important, c'est d'arriver dans un bureau de vote avec une pièce d'identité. Il est possible de voter sans la carte, parce que l'article 103, alinéa 2 du Code électoral, a prévu que si l'électeur perd sa carte, pour une raison ou une autre, s'il n'est pas en possession de sa carte d'électeur, il peut voter avec, sur présentation de la carte nationale d'identité qui permet son identification. Et ensuite, il est vérifié sur la liste du bureau de vote où il se présente qu'il est effectivement inscrit et son identité sur la liste affichée peut également être vérifiée parce que depuis l'introduction de la biométrie, la liste affichée devant le bureau de vote ou celle qui est chargée, qui est destinée à l'intérieur du bureau de vote à l'émargement par les électeurs est une liste biométrique qui comporte à la fois la photo de l'électeur et toutes les autres mentions qui sont prévues par la loi. Cette carte d'électeur qui vous est délivrée est fonctionnelle pour plusieurs scrutins, ceux présents ou à venir. La loi dit que la carte d'électeur est permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est établie pour servir à l'occasion de plusieurs processus électoraux. Ça veut dire que ceux qui ont voté avec la carte biométrique qui leur a été délivrée en 2013 peuvent voter en 2018 avec la même carte biométrique. Et si entre-temps, il n'y a pas eu une refonte complète des listes électorales qui nécessitera de nouvelles inscriptions et l'établissement de nouvelles cartes électorales, cette carte d'électeur pourra continuer à être utilisée pour les scrutins à venir, notamment le double scrutin
éventuellement reportée en 2019. Les informations présentes sur la carte d'électeur rendent cette pièce uniquement utilisable par son propriétaire. La carte est personnelle, éminemment personnelle. Au Cameroun, la loi n'a pas prévu le vote par procuration. Donc il n'est pas possible de remettre sa carte d'électeur à un membre de la famille, même à son conjoint, pour aller voter. Elle est strictement d'utilisation personnelle. Malgré la recrudescence des campagnes de distribution des cartes d'électeurs par Elections Cameroun, de nombreuses cartes cherchent encore preneurs. Alors Laetitia de Bilon, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, s'il fallait expliquer à un tout jeune qui n'a pas encore 20 ans, l'âge électoral au Cameroun, en 2 mots, c'est quoi la carte d'électeur? Parce que jusque-là, c'est un peu l'explication qu'on a donnée, c'est un peu pour les sachants. Très bien. Donc, la carte d'électeur ou encore carte électorale, donc on peut les appeler de cette façon-là. La carte d'électeur, c'est une pièce qui est pratiquement semblable à la carte nationale d'identité. La seule différence, c'est qu'au Cameroun, la carte d'électeur a un fond bleu ciel. Et puis, on va entrer dans les détails tout à l'heure. Donc, c'est une pièce qui permet d'identifier l'électeur au moment de sa présentation dans un bureau de vote pour s'inscrire. Alors, comment, en dehors de la présentation qui a été faite, on peut voir que c'est un fond bleu ciel? Est-ce que c'est une carte magnétique? Est-ce qu'il y a une puce à l'intérieur? Quelle est la structure de cette carte-là? Très bien. Donc, cette carte possède déjà l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la loi camerounaise. Donc, à savoir le nom, le prénom de l'électeur, la date de naissance, le nom de son père ou de sa mère. Au verso de la carte, là, j'ai oublié de signaler qu'il y a une empreinte. Digitale. Très bien. Donc, au verso de la carte, on a droit au bureau de vote. Donc, voilà avec ça, il n'y a pas de risque de se tromper pour ce qui est de la localisation du bureau de vote par l'électeur. Donc là, par exemple, sur cette carte d'électeur, le bureau de vote, c'est le foyer social pour Yaoundé 3. Donc, on a ces informations-là. Donc, au bas de la carte, on a une espèce de code. Code barre. Très bien. Ce code barre qui permet donc d'identifier de façon... C'est un terminal. Voilà. C'est un dispositif qui a été préparé à cet effet et qui permet de ressortir, dans un cas extrême, toutes les informations Ça peut éviter sur la personne. Les doublons qu'on a connus à l'époque de l'ONEL avec Nana Payon comme responsable de la communication. Alors, je voudrais savoir, est-ce que on peut se présenter le 7 octobre si on a égaré sa carte? Bon, je l'ai un peu écouté tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se présenter à un bureau de vote et on espère pouvoir honorer son devoir de citoyen en votant simplement avec carte nationale d'identité? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, Rodrigue, mais il faudrait qu'on le rappelle. La carte nationale d'identité, elle est indispensable le jour du vote. Pourquoi? Parce qu'elle nous identifie déjà comme étant citoyens camerounais. Voilà la fonction de la carte nationale d'identité. Donc, en plus de la carte d'électeur, il faut une carte nationale d'identité pour pouvoir voter. Voilà, très bien. Et s'il faut une seule carte, c'est la carte nationale d'identité. Oui, si on a été inscrit à la base. Parce que chacun va se rendre dans un bureau de vote et à l'entrée du bureau de vote, il y a une liste qui sera affichée avec votre nom. Donc, même si vous avez à la base perdu cette carte-là, vous pourrez voter avec la carte nationale d'identité qui joue un double rôle, qui certifie effectivement que vous êtes la personne qu'on a devant soi et qui certifie également que vous avez pu voter. Vous vous êtes inscrit, parce que pour s'inscrire, il faut également ces 2 cartes-là. Et une petite indiscrétion, il s'agit de votre carte d'électeur? Oui, ça c'est ma carte d'électeur. Vous avez accompli votre devoir. Et ça c'est ma carte nationale d'identité. Donc je suis camerounaise et puis je suis inscrite sur les listes électorales. Et vous allez voter le 7 octobre. Très bien. Je ne vous demanderai pas qui. Vous avez certainement vos cartes d'électeur, j'espère. Vous allez voter, vous allez participer à cette élection, mais je vous propose de prendre la deuxième une de ces QFDE où figure le deuxième sujet à décrypter dans ce numéro 4 du programme. Voici le dévoilement. En deuxième une, ce qu'il faut décrypter ce soir, les premières harangues sur le terrain et dans les médias.
entre Akeremouna, qui a choisi une convention en salle, Joshua aussi, Cabral Libye, qui ont, eux, préféré des meetings plein air dans la ville de Douala, le président Biya, qui n'est pas encore sorti de son palais, et dont des lieutenants quadrillent cependant le terrain. Comment comprendre les différentes options prises par les candidats pour la course à Etoudi en 2018? En matière de contact avec les électeurs, sont-elles choisies? Sont-elles subies? Les sites choisis, les villes aussi ont-ils un sens? Bref, les situations choisies pour les premiers actes, ces paroles de campagne, donnent-elles le ton des 2 semaines de joute? Décryptage ce soir avec nos experts en plateau. Mezatia Choya l'indiquait il y a un instant, Richard Macon, la campagne a commencé, on a vu depuis hier les premiers meetings, on a le RDPC seul, on signale 300 meetings dans les arrondissements du Cameroun. Maurice Kamto a commencé avec une série de meetings à Douala, Bonabé, Risseng, Michel également. Cabral Libye, cet après-midi, faisait son meeting d'ouverture, mais on n'a pas vu le président sortant. Le deuxième jour de campagne. La campagne a commencé hier. Jusqu'à ce soir, on ne l'a pas encore vu sur le terrain. Alors, ça participe de quoi? Ça participe des acquis et d'une longue expérience. Tout à l'heure, lorsqu'on évoquait la structure du contenu des supports, parlant des clips, je ne me suis pas exprimé sur les clips, justement. La différence est fondamentale qui est entre le clip du président ou le spot du président et les autres, c'est que lui peut mobiliser des acquis en termes de gestion du pouvoir. Les autres sont des candidats postulants. Lui, il est le candidat sortant. Il peut mobiliser une réalisation, il peut faire toutes les constructions en 3D qu'il veut, mais il y a un minimum d'acquis qu'il peut mobiliser. Et donc, justement, il a des acquis, il a des équipes sur le terrain, il a un parti qui est fortement implanté du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est le parti qui a la seule capacité à mobiliser un représentant dans tous les bureaux de vote. Et donc, il a des obligés, il a un gouvernement... il a fait plus de 300 000. Mais il a un gouvernement qui, les membres de ce gouvernement, chacun joue sa place, chacun joue sa survie. Vous savez, si vous êtes battu chez vous, c'est extrêmement compliqué, et tout le monde regarde avec beaucoup d'attention ce qui va se passer à l'ouest. Parce qu'en réalité, le RDPC allait à l'ouest et n'avait pour principal adversaire que le SDF, le nous étant généralement le bastion de l'UDC. Aujourd'hui, avec l'avènement de Maurice Kamto et du MRC à l'ouest, le grand enjeu de cette élection, c'est l'ouest. Et on verra à peu près ce qui se passera au nord. Mais le grand enjeu, c'est l'ouest. Et donc, il a des ministres, il a des délégués du gouvernement, il a des sous-préfets, il a des maires qui peuvent mobiliser à la fois la technostructure administrative, les logistiques de l'administration pour aller battre campagne. Pour quelqu'un qui a un véhicule de fonction, une 4x4 de fonction, de service qui malheureusement sert souvent en période électorale. C'est pourquoi beaucoup d'analystes parlent de parti-État, parce qu'on mobilise la logistique de l'État pour servir les intérêts partisans du candidat sortant. Et donc, il peut rester chez lui et s'aménager 2 ou 3 sorties. Du point de vue stratégique, il va choisir effectivement les localités qui lui semblent les plus importantes pour son déplacement. Il va voir sur le triangle national les 3 ou 4 localités qui pour lui semblent fondamentales, mais il sortira bien entendu pour s'exprimer devant les Camerounais. Mais ces candidats, ces représentants, ces obligés auront fait la plupart du travail sur le terrain en préparant en réalité la foule à l'attente. Parce que vous savez, même lorsqu'on fait un meeting, il faut préparer la foule. Et c'est souvent, parfois, la faiblesse, il faut chauffer la foule. Quand, tout à l'heure, vous évoquiez que certains préfèrent être en salle, au-delà de la gestion des intempéries, dans un environnement où il pleut tous les jours, dans un contexte où le climat est sans cesse changeant. De ce point de vue, c'est stratégique. Mais c'est aussi l'assurance d'avoir l'effet plein d'œuf, qui est fondamental, parce que si vous faites votre première sortie et que l'environnement est épars, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont mobilisés, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il y a pour certains candidats une attitude de prudence pour voir si la mayonnaise va prendre dans ce premier meeting avant d'envisager les jours prochains. Alors, Serge Espoir Matomba, dans le Mungo, Maurice Kamto, dans le Vouri, Joshua aussi, dans le Mungo, Cabral Libye cet après-midi, dans le Vouri. Est-ce que le littoral est choyé en ce début de campagne? Pourquoi tous les candidats sont attirés par la région du littoral, d'après vous? Alors, ils ont certainement des raisons, mais le caractère bigarré de Yaoundé et Douala, où c'est difficile de dire qu'on a gagné Yaoundé. Pour gagner une élection, il ne faut pas gagner Yaoundé, il ne faut pas gagner Douala. Maintenant, on revient à cette histoire de stratège.
est-ce que les candidats ont des véritables stratèges? Est-ce qu'ils font la cartographie des élections passées? Est-ce qu'ils connaissent les plus grandes régions, les plus grands bassins de production d'électeurs? Est-ce qu'ils connaissent l'extrême nord, par exemple? L'extrême nord, par exemple, ainsi de suite. Et là, on revient à une question de moyens. Parce que pour aller à l'extrême nord, il faut déjà avoir des gens sur place, il faut avoir... Or, le RDPC, avec sa grosse machine, comme disait Richard tout à l'heure, qui est inféodé de tout ce qu'on peut savoir, et il peut faire 500 meetings par jour. Et le président peut même ne pas sortir, puisque Albin Zongan le disait de manière humoristique. Il sait que c'est les autres qui lui demandent d'aller se présenter. Mais non, il a une grosse machine sur le terrain qui fait que les gens se mobilisent pour lui, mobilisent toute la technostructure politico-économico pour battre campagne. Il a les gros contributeurs, il a le nerf de la guerre. Même personnellement, ça fait 50 ans qu'il est là. Donc même sur ses économies personnelles, il peut financer une campagne. Maintenant, il a sûrement de l'argent qu'il met là-dedans, mais beaucoup de gens mettent de l'argent pour lui. Et donc, il peut mobiliser le maximum de personnes. Mais c'est une erreur stratégique que d'aller... Ils vont nous raconter des histoires, hein, je m'excuse de le dire, mais c'est une erreur stratégique de lancer des meetings dans le Vouri, dans ceci, puisque dans le Vouri, il y a des quartiers qui ont les noms de mon village. Même à Yaoundé ici, c'est difficile de gagner au Bili. Par contre, c'est facile pour le RDPC de gagner Longkak, c'est facile de gagner Vokmbi, c'est facile. Et c'est un peu ça. C'est ça un peu la difficulté. Et vous allez vous rendre compte que les résultats, je ne sais pas, Ferdinand va nous dire, parce que dans une autre vie, il a travaillé sur des structures en charge de gestion des élections. On a toujours du mal à rendre publiques les élections à Yaoundé et à Douala. Je ne sais pas ce que ça pose comme problème, mais on a du mal Moi, je voyais bien des candidats aller dans des régions où lancer des meetings à Marwa, à Gawa, à l'Est par exemple, où c'est quand même les plus grandes régions en termes de population électorale. Alors, puisqu'on parle de ces candidats sur le terrain, je vous propose, avant un débrief dans quelques minutes, de regarder quelques candidats sur le terrain et même des meetings de candidats, puisqu'on a constaté il y a un instant que le président Biya, lui, n'était pas allé sur le terrain, mais il y a ses lieutenants qui sont allés en poste avancé. Je vous propose donc de regarder cette galerie, ce kaléidoscope d'images reçues dans notre rédaction. N'est-ce pas? Les arachides, même les blancs viennent, n'est-ce pas? Le manioc, c'est toujours non, n'est-ce pas? D'où vient-il que ceux qui produisent autant de bonnes choses n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école? Ça, on doit mettre fin. En tant que président de la République, j'ai dit qu'il faudrait doubler les salaires des fonctionnaires. Seul candidat qui dit qu'il faut augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est ce candidat-là
que les fonctionnaires veulent combattre. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous dites qu'un homme de 86 ans est jeune. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Allez-y au RDPC que vous êtes des sorciers. Dites avec moi qui sont des sorciers. Ne vous trompe. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne vous dit pas la vérité. Les gens racontent n'importe quoi. Oui, j'ai été ministre dans ce pays, mais j'ai démissionné moi-même. Personne ne m'a jamais mis dehors. Personne. J'ai démissionné moi-même. J'ai démissionné parce que je ne pouvais pas partager la vision politique qui était à l'œuvre. Je crois que nous sommes dans un pays où, lorsqu'on n'a rien à offrir aux populations, on commence à inventer les choses. Moi, je suis quelqu'un qui dit du bien des gens quand ils font bien. Mais quand ça n'est plus dans l'intérêt du peuple camerounais, je dis que ça n'est plus dans l'intérêt du peuple camerounais. Je ne peux pas être solidaire de cela. Je suis à Bonabéry. C'est juste une partie de l'agriculture. Après d'avoir récolté ces fruits-là, comme les goyaves, les mangues, tout ça, là, les fruits des passions, beaucoup tu peux énumérer. On va, à la fin de chaque hectare de cette plantation-là, on va faire les entreprises de transformation de ces fruits-là à aujourd'hui. Un grand homme pour de grandes ambitions pour notre pays, un grand homme porteur d'un grand idéal et d'un grand dessein pour l'émergence de notre pays et au-delà de notre pays, évidemment, pour le département du Cam, pour l'arrondissement de Yabassi, chef-lieu du département du Cam. Comme vous pouvez le constater, il y a une forte mobilisation. Jimbombanjoya Ibrahim, il y a une primaire, parti chinois parmi les 9 pour ne pousser la quoi, à part RDPC. Adrien Mbombanjoya Ibrahim, le roi des Bamou, le sénateur, RDPC, voyez. J'ai couru à l'Ivoire du Fondard le 7 octobre. Le bulletin Paul Biarrêve au niveau du Touré. Donc, vous êtes au niveau du vote. Donne à RDPC. Jean-Claude Bilana, on a vu les candidats dans le chaudron des meetings
On est vraiment dans l'effervescence des meetings. On voudrait que ça se poursuive avec les autres qui tardent à entrer en scène. Mais ça commence déjà à prendre petit à petit. C'est comme un moteur diesel. Donc on espère que d'ici 2 semaines, ça va monter un peu en puissance. Mais c'est déjà la campagne, quoi. Richard Macon. 77% de ceux qui participent à une élection présidentielle n'ont pas une carte d'électeur. À peine 14% ont une carte d'électeur. Et donc, en réalité, sur les 14%, vous avez 6% qui sont les indécis, 5% qui sont ceux qui ont déjà un avis fixe et 1% qui sont les représentants du parti, en réalité, qui organisent la campagne. Et donc, tout ici se joue sur les 14%, malheureusement. Beaucoup comprennent maintenant qu'il fallait s'inscrire et ont boudé les inscriptions sur les listes électorales et se rendent compte qu'ils avaient la capacité à mobiliser, les citoyens ne l'ont pas fait. Fernand Napayon, vous avez vu ces images, un commentaire? Je trouve que les candidats sont très courageux parce que nous sommes dans une période où l'aérologie n'est pas certaine, il pleut, et donc vous pouvez très bien prévoir un meeting et qu'une dégueulante tombe juste avant le début du meeting. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut très bien utiliser ces images pour miner votre... L'image de Camto, par exemple, qui est endormi. Ah oui. Les détournements. J'espère que la rédaction va pouvoir la mettre en antenne. Alors, il paraît qu'il a d'ailleurs jonglé le ballon, ou je sais pas. Mais, et je parlais des community managers tout à l'heure. Il faut être préparé à ça. Je pense qu'il y a 2 choses qui vont militer cette campagne, sans jeu de mots. Il y a les détournements d'images, les façonnages, les jeux, et puis les phrases choc. Il y a un truc que Donald Trump a utilisé aux États-Unis et qui a failli lui coûter très cher lorsqu'il a utilisé un mot pour se moquer de Hillary Clinton. Il lui avait dit « take the grab by pussy ». En gros, c'est comme c'est une femme, il faut la prendre par le truc. Donc, on a fait fuiter cette vidéo volontairement. Donald Trump a donné l'impression qu'il n'était pas au courant. Dans l'opinion, dans un autre pays comme la France, ça aurait été très négatif pour le candidat. Souvenez-vous, Jospin avait, dans l'avion, dit que Chirac était vieux, exactement, en 2001, et c'était pas bien. Bon, chez nous, je ne sais pas ce que ça donne, mais tout à l'heure, j'ai entendu le directeur de campagne de Maurice Kamto parler de sorcellerie. Parler de sorcellerie. Le candidat Joshua parlait de sorcellerie. Exactement. Le candidat, les représentants du candidat Akemouna parlaient de sorcellerie. Ouais. Alors peut-être que ça va être le mot de la campagne. Le mot de la campagne, et puis il y a cette image de la campagne également. Maurice Kamto, pour ses adversaires déjà épuisés au premier meeting. Peut-être que l'équipe de Kamto nous indiquera pourquoi ce cliché-là, nos experts reviendront certainement pour le décryptage. Et ce sera mercredi prochain. Merci, chers experts, de nous avoir prêté votre expertise et gratuitement pour structurer l'opinion, pour contribuer à structurer davantage le corps électoral. Retrouvons-nous donc mercredi soir pour un autre CQFD. Bonsoir.